le JT. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette première tranche d'information sur votre chaîne. Et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve, mesdames, messieurs. L'insécurité qui sévit dans le pays, l'on n'en parlera jamais assez. Elle a fait plusieurs victimes dans le Tchad profond. Vous le savez, les plus hautes autorités sont donc interpellées. C'est un grand défi qu'elles doivent relever. Sinon, c'est l'autorité de l'État qui a été mise à mal. L'éditorial de la semaine est consacré à cette sempiternelle question d'insécurité qui trouble le sommeil des paisibles citoyens. Naldim Narcisse Mbaïnadji. Ces derniers mois, le pays a connu une augmentation exponentielle des conflits intercommunautaires qui ont fait des dizaines de morts et de blessés. Ces tensions sont exacerbées par des questions telles que la prolifération des armes et les problèmes fonciers, ce qui met à mal l'autorité de l'État. Aujourd'hui, les deux communautés, c'est-à-dire les éleveurs et les agriculteurs, qui ont bien vécu par le passé, sont brusquement devenus des ennemis jurés. Ils se regardent en chien de faïence et prêts à en découdre. Les autorités locales censées assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sont incapables d'assumer leur rôle. Elles sont parfois complices de ces protagonistes. Au lieu de prévenir et d'anticiper, elles laissent la situation s'envenimer ou elles prennent fait et cause pour des espèces sonnantes et trébuchantes. Autre greffe. Certains responsables administratifs ne savent ni lire ni écrire, ce qui ne facilite pas la tâche. Certains préfets et sous-préfets ne connaissent pas ce qu'on appelle le pédigree administratif. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec des questions qui regardent l'administration publique. Ils sont promis par clientélisme à cause de leurs parents haut placés dans la haute sphère de l'État. Ceux-là détruisent la politique du chef de l'État, alors que dans un passé pas lointain, ce sont les responsables administratifs qui résolvent de manière pacifique les conflits qui opposent les éleveurs aux agriculteurs sous l'arbre à palabres. Ils trouvent une solution à l'amiable qui arrange tout le monde. Ce qu'il faut retenir aussi, il y a une nouvelle race d'éleveurs. Il s'agit de certains chefs militaires qui sont devenus de grands éleveurs. C'est eux qui arment les bouviers et autres. C'est un grand défi qui se pose aujourd'hui avec acuité au gouvernement de la République du Tchad. Dépêcher les ministres sur le terrain n'est pas une solution. Il faut nommer des vrais administrateurs qui peuvent travailler à consolider la paix et la cohabitation pacifique entre les deux communautés condamnées à vivre et surtout renforcer les forces de défense et de sécurité dans les zones où ces conflits sont récurrents en mettant à leur disposition des moyens humains, matériels et financiers pour leur permettre de parer à toute éventualité. Le gouvernement doit taper du poing sur la table afin de mettre fin à cette montée en puissance de l'insécurité qui trouble la quiétude des paisibles citoyens dans le pays profond. La justice doit être sans pitié avec ces malfrats qui sont interpellés dans le cadre du dernier massacre dans le Mayo-Kébi-Ouest. Il est temps pour les pouvoirs publics de faire régner la paix et la sécurité dans nos rases campagnes. À lundi prochain. Merci Naldim Narcisse. À lundi prochain, le rendez-vous est donc pris. Le Parlement du Tchad, en collaboration avec l'Union interparlementaire, organise un séminaire de renforcement des capacités des jeunes et femmes parlementaires afin de mieux les outiller à jouer pleinement leur rôle législatif. C'est le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaïmi, qui a ouvert ce séminaire qui durera 4 jours. Mistangar Victor. Ce sont les femmes et jeunes issus de 2 chambres parlementaires, ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat, à bénéficier de ce séminaire de renforcement des capacités. Durant 4 jours, cette catégorie des élus sera outillée sur les thèmes égalité femmes-hommes, la communication politique, le leadership, la législation et la budgétisation sensible au genre et le mentorat. Cet atelier a double facette, relative à la rencontre de lancement de la campagne, plus de jeunes au Parlement et plus de femmes aussi. Et au renforcement des capacités des femmes et des jeunes parlementaires qui réunit les 2 chambres législatives de notre pays, le Tchad. L'Union interparlementaire, l'UEP, dans le cadre du processus de démocratisation et du maintien de la paix, a adopté une approche inclusive en vue d'accompagner les institutions législatives des pays membres.
Cette formation, pilotée par l'Union interparlementaire avec des experts et consultants internationaux pour partager des expériences et savoir-faire aux femmes et jeunes parlementaires tchadiens. L'UIP est une plateforme qui réunit plusieurs parlements de divers pays. Elle milite pour l'implication et la participation active des jeunes et des femmes dans des instances décisionnelles. Il y a plus de 2400 signataires dans le monde, notamment 987 députés de 156 pays, l'Union interparlementaire comptant 182 pays. Il y a 77 présidents de parlement. Mais il y a également 18 chefs d'État qui ont signé cet engagement. Et cela a conduit à des changements remarquables. En termes d'inclusion et d'égalité genre, le Tchad se positionne comme bon élève dans la sous-région, a souligné le président de l'Assemblée nationale qui a ouvert ce séminaire. En dirigeant les femmes et les jeunes en pilier des programmes de société, le président de la République, chef de l'État, leur confère un rôle stratégique dans la transformation politique, économique et sociale du pays. Ces choix visionnaires, assumés au plus haut niveau de l'État, témoignent d'un engagement ferme et irréversible pour un Tchad plus fort, plus juste et résolument tourné vers l'avenir. La favorisation des jeunes et des femmes au Parlement est effective. Les autorités tchadiennes, dans une dynamique de refondation, ont fait de l'inclusivité jeunes-femmes une priorité. Les élections législatives, communales et provinciales qui viennent de s'achever en sont des exemples palpables. Toutefois, un effort doit encore être fait pour plus de représentation des jeunes et des femmes dans les différentes institutions. En éducation, parlons des travaux des membres du jury du baccalauréat qui se poursuivent toujours à l'ONEX. C'est la phase décisive avec la saisie des notes des candidats pour les épreuves écrites avant la date de publication des résultats prévus courant de cette semaine. Pour Dr Grayo Jérémy, président du jury, les différentes phases se déroulent normalement et donc le délai sera respecté. Le voici au micro de Vumba Kerobi. Nous avons commencé les épreuves écrites le 2 juin. Ça en est suivi la phase de la correction. Après la correction, nous avons eu à faire le classement par centre. Et après, il y a eu la phase de vérification du classement pour éviter les erreurs. Après cette phase, nous sommes passés à l'insertion des intercalaires pour nous permettre de bien relever en quelque sorte les notes. Et nous avons eu à relever les notes depuis ce matin. C'est la phase en quelque sorte décisive dans l'organisation du baccalauréat. C'est-à-dire, si on arrive à finir cette phase, nous dirons que bon, ce qui va nous attendre, c'est passer à la vérification et voir le problème des anomalies et résoudre ce problème et proclamer les résultats. Donc nous sommes à la phase de la saisie des notes du baccalauréat. Les travaux avancent bien et nous disons que nous allons respecter en quelque sorte le délai fixé pour la proclamation des résultats. La perte d'un époux constitue l'une des étapes les plus dures de la vie des épouses, une situation mêlant l'amertume au désespoir. Dans certains pays, de nombreuses femmes sont encore privées de leur droit à la terre, aux revenus ou à la propriété suite au décès de leur époux. Alphonsine Madjile. Pour de nombreuses femmes dans le monde, la perte dévastatrice d'un partenaire est empilée par un combat de longue haleine des droits fondamentaux et de leur dignité. Aujourd'hui, 23 juin, est la journée internationale des veuves, une journée dédiée à sensibiliser le public et à lutter contre la marginalisation et les injustices dont subissent les veuves à travers le monde, dont le Tchad. Cette journée a été instaurée par les Nations Unies en 2010 dans la résolution 65 pour mettre en lumière les défis spécifiques auxquels font face les
les veuves, notamment en matière de droits humains, de biens et de leur sécurité physique et psychologique, particulièrement dans les pays africains. Au Tchad, comme dans de nombreux pays africains, la perte d'un époux peut entraîner la perte des revenus, des droits et des biens, et peut avoir des conséquences psychologiques graves pour les veuves. Des organisations telles que Tchad Helping Hands œuvrent pour soutenir les veuves et promouvoir leurs droits en organisant des événements de sensibilisation et en leur fournissant une aide matérielle. La Journée internationale des veuves est donc un moment important pour rappeler l'importance de garantir l'avenir des veuves et de lutter contre toute forme de discrimination et d'injustice qu'elles rencontrent. Alphonsine Madjilem à l'instant. À la fin de cours dans les établissements scolaires publics et privés marqués par l'organisation des examens de fin d'année, de nombreux élèves tournent le dos aux études pour plonger dans l'univers fascinant, mais parfois déroutant des réseaux sociaux. Si ces outils numériques sont censés offrir des ressources éducatives et des opportunités d'apprentissage, cependant, il faut dire que leur usage est inquiétant de nos jours. Suivez plutôt ce reportage. Depuis le début du mois de juin, les cartables sont rémisés, les stylos oubliés et les jeunes Tchadiens se concentrent corps et âme à leur téléphone. TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Snap, autant de plateformes qui occupent désormais la majeure partie de leur quotidien. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux sont devenus plus que de simples canaux de communication. Certes, ces plateformes offrent des possibilités inédites de connexion, de création et d'ouverture au monde, mais leur omniprésence soulève des interrogations. Comment ces outils transforment-ils les comportements des jeunes? Quels en sont les risques cachés? Les effets sont multiples. Transformation du langage, adoption du style vestimentaire dicté par les tendances virtuelles, obsession pour l'image et la performance numérique. En quête de reconnaissance virtuelle, de nombreux adolescents se livrent à des pratiques souvent futiles, voire inquiétantes. Course au like, chorégraphie, suggestible pour engrainer des vues, contenu parfois inapproprié. Connexion sur connexion n'est pas sans conséquences qui sont entre autres troubles de l'estime de soi, dépendance digitale, isolement social, voire exposition au cyberharcèlement. Certains jeunes confient vivre sous une pression constante pour afficher une vie parfaite, filtrée, rythmée par les stories et les algorithmes. D'autres, peu préparés, se retrouvent confrontés à des fausses informations. Des modèles de vie irréalistes ou des discours toxiques derrière l'écran se joue bien souvent une lutte silencieuse entre désir de validation et mal-être numérique. Et pourtant, les réseaux sociaux ne sont pas intrinsèquement nocifs. Bien utilisés, ils peuvent devenir des leviers d'apprentissage, d'entrepreneuriat, d'engagement citoyen. L'enjeu est donc d'éduquer les jeunes à une consommation responsable et critique de ces outils, loin du mimétisme aveugle et des illusions numériques. Les réseaux sociaux sont-ils un miroir révélateur ou un piège au reflet trompeur pour la jeunesse tchadienne? À cette question, chacun est appelé à réfléchir, en commençant par les familles, les éducateurs, les institutions. Car au-delà des vues et des filtres, c'est une partie de notre avenir générationnel qui se façonne ou se fragilise derrière les écrans. Rendons-nous dans nos provinces à présent et parlons un peu de la parole de Dieu dans cette édition d'information sacrement de confirmation des fidèles de la cathédrale de Sar dans le Moyen-Chari. C'est lors d'une messe dite par l'évêque de Sar, Monseigneur Miguel Sébastien. À cette occasion, les membres du mouvement Kotaria Marie ont fait leurs promesses et les scouts et guides de leur côté ont clôturé leurs activités annuelles. En Noïti, Rimadita nous fait le point depuis Sar. Cette messe, présidée par l'évêque du diocèse de Sar, Monseigneur Miguel Engal Sébastien, et concélébrée par 3 prêtres diocésains, est l'occasion d'administrer le sacrement de confirmation aux chrétiens de la paroisse cathédrale Immaculée Conception de Sar. Au cours de cette même célébration qui a drainé une foule immense, les membres du mouvement Kotaria Marie venus de différentes paroisses du diocèse de Sar ont fait leurs promesses, mais aussi les scouts et guides qui mettent terme aux activités pastorales de l'année écoulée. Dans son homélie de circonstance, l'ordinaire des lieux, Monseigneur Miguel Sébastien, exhorte les fidèles à travailler en synergie afin de porter secours aux démunis. C'est à ce juste titre que la Caritas est créée. Devrait-il mentionner
Les fidèles chrétiens catholiques doivent prioriser 3 réalités de l'Église qui conduisent à la vie éternelle, notamment l'Esprit Saint, le corps de Jésus et Marie, mère de l'Église, qui intercède souvent pour les chrétiens. C'est notre mission à nous tous. Donner à manger. Donner à manger la parole de Dieu. Oui, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Donner à manger le corps de Jésus. Oui, nous avons besoin de nous nourrir du corps de Jésus. Donnez-leur aussi la nourriture nécessaire pour vivre. Là où il y a la famine, l'Église doit être là. Doit être toujours là, Caritas. On fait beaucoup d'efforts, mais beaucoup de chrétiens n'ont rien compris encore. Il y a 3 cadeaux principalement que nous avons reçus de la part de Dieu. Jésus tout d'abord. Dieu nous a donné son Fils. Après ces mots de l'évêque, place aux différents rites qui a commencé par celui de la promesse des Kotaria Marie. Par ce rite, les membres du mouvement Kotaria Marie se mettent résolument à la suite de la Vierge Marie. Après les promesses dites devant l'évêque et devant les fidèles de l'Église, s'ensuit le rite de la confirmation qui commence par l'appel des candidats. L'évêque a administré à chaque candidat l'huile sainte qui incarne le Saint-Esprit. Cette célébration est marquée par la remise des cadeaux par les adeptes de cette Église au nom desquels la messe est dite. Il faut noter qu'au total, 57 candidats ont reçu le sacrement de confirmation et 92 membres du mouvement Kotaria Marie ont fait leur promesse. Restons toujours dans nos églises pour parler d'un phénomène, le téléphone portable qui impose sa loi pendant les cultes. Les fidèles n'arrivent plus à s'en passer au cours des célébrations religieuses, la tête baissée, tout l'esprit est plongé sur le téléphone portable et ils n'arrivent plus à suivre le message des hommes de Dieu. Ce phénomène a retenu l'attention de Vumba Keoube avec le récit de Madjinem Alphonsine. La manipulation des téléphones portables en plein culte ou pendant les moments de prière devient de plus en plus récurrente dans les maisons de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, un lieu où devrait régner la sérénité, les prières, les louanges, les adorations pour être en communion avec Dieu, tend à devenir banal aux yeux de certains fidèles. Pendant les cultes, ils sont nombreux à consacrer ce temps pour manipuler les appareils portables. Pour quel intérêt, l'on ne sait. Au culte, ils ont la tête baissée. Ne peuvent-ils pas, en le faisant ainsi, susciter la foudre de la colère de Dieu? Interrogé à ce sujet, BT Serge Olivier répond. Je peux venir à l'église avec mon téléphone et puis je suis en train de TikToker, je suis en train de voir du Facebook et naviguer alors qu'il y a une prédication qui est en cours. Ça voudrait dire tout simplement que je n'ai plus d'intérêt par rapport à la parole de Dieu ou à ce qui se passe, mais j'ai autre vision. C'est-à-dire je suis venu quand même juste pour, comme la nature a horreur de vide, il faut quand même que je vienne remplir le vide. Alors je prends mon téléphone parce que je ne suis pas très intéressé par ce qui se passe, alors je défile. C'est pour ça que vous voyez que l'addiction au défilement est devenue terrible maintenant sur le téléphone. Sinon, ce serait simplement un désintéressement aux choses spirituelles. Aller dans les lieux de culte n'a qu'un seul objectif, adorer, chanter et implorer la miséricorde divine. Ces lieux ne sont pas faits pour y venir manipuler son portable. La question qui taraude les esprits, pourquoi cette pratique se fait dans les lieux de culte? Je crois qu'ils ont d'autres intérêts, parce que s'ils n'ont pas d'autres intérêts, comment ils vont être attachés à leur téléphone pendant que la prédication est en cours? Une seule parole peut transformer votre vie et le fait de louper aussi une parole, vous pouvez aussi louper votre destinée. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Le gros problème, c'est de devenir esclave de quelque chose qui te détruit. La personne est déjà addictée, la personne a besoin de désenvoûtement, de délivrance même, pour ne plus vraiment travailler avec son téléphone. Prends le temps que j'ai avec mon Dieu, devient de l'idolâtrie pour moi, alors je dois faire très attention parce que je vais louper les vraies choses que Dieu est en train de faire pour moi. Il faut enseigner, il faut parler dessus, le danger d'utiliser le téléphone pendant le message. Vous manquez de respect à celui qui est en train d'enseigner et par ricochet à Dieu lui-même
qui est le plus grand d'ailleurs, qui doit être respecté. Et nous devons savoir, imaginons que tu es devant le président de la République, tu prends ton téléphone, tu commences à tiktoker pendant que le président veut te parler. Je crois qu'on te mettra dehors. Hein. Cette attitude mérite une attention particulière des oints de Dieu, ainsi que les fidèles. Est-ce c'est par ignorance ou par manque de respect envers Dieu? À ce sujet, les saintes écritures sont claires dans Habakkuk, le chapitre 2 et le verset 20 dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Au bas de cette édition d'information, parlons culture, une journée culturelle mettant en exergue les valeurs culturelles de la province de la Tandjili a lieu ce dimanche 22 juin 2025 à Laye, chef-lieu de la dite province. C'est le maire de la ville de Laye, Selguedergue Augustin, qui a lancé les activités de cette journée culturelle. Là-bas, Midim est notre correspondant local. Placée sous le thème « Le souffle de l'Harmattan », cette journée culturelle, selon les organisateurs, vise à valoriser la culture tchadienne dans toute sa diversité. Dans son allocution de circonstances, le président du comité d'organisation Barka Djibrine a tout d'abord fait mention des difficultés rencontrées dans l'organisation de cette journée avant de dire que la culture est le meilleur moyen de faire la paix. Lançant les activités de cette journée culturelle, le maire de la ville de Laye, Selguedergue Augustin, a encouragé les organisateurs en ces termes. Je prends la parole au nom de la commune de Laye pour vous remercier, vous féliciter pour votre organisation. Car il n'est pas facile que la jeunesse puisse oser de la manière. Oser pour valoriser les cultures, oser pour promouvoir nos valeurs. Nous savons tous que nous sommes jeunes et nous avons besoin de nous dégourdir. Nous avons besoin de nous épanouir. C'est pourquoi à travers nos cultures, je voudrais d'abord nommer tous les atouts culturels de la Tandjili en général, les atouts de la Tandjili Est en général, et en particulier pour tous ceux qui résident dans la commune de Laye. Des poèmes, des danses modernes, playback et danses traditionnelles ont animé cette journée. Mesdames, Messieurs, faisons un peu du sport avant de nous séparer. La Fédération tchadienne de football, l'association, lance un appel à candidature pour le recrutement d'un nouveau secrétaire général, poste stratégique au sein de son administration. Le but est de renforcer la gouvernance et d'assurer un pilotage professionnel et rigoureux des activités de la Fédération dans un contexte de réforme du football national. Baïdi Gissem Sadok. L'objectif est de renforcer la gouvernance et d'assurer un pilotage personnel et rigoureux des activités de la Fédération dans un contexte de réforme du football national. Le secrétaire général aura pour mission de superviser l'ensemble des services administratifs, de coordonner les programmes de développement du football et de veiller au respect des statuts de la Fédération tchadienne de football association ainsi qu'au règlement de la FIFA et de la CAF, tout en représentant l'institution auprès des partenaires nationaux et internationaux. Le poste exige un leadership fort, un sens aigu de l'organisation et une grande rigueur dans la gestion. Le profil recherché inclut un diplôme supérieur Bac plus 4, 5 en administration, droit et gestion ou management sportif, ainsi qu'une expérience d'au moins de 7 ans dans une fonction de direction, de préférence dans le secteur sportif ou association internationale. À travers ce recrutement, la Fédération tchadienne de football entend redynamiser le niveau de son administration pour le bon fonctionnement du football tchadien ainsi que les ligues provinciales du pays et des provinces. Sadok, merci. C'est avec vous que nous bouclons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, restez toujours en compagnie de nos programmes. À demain, plaisir à Dieu.